Et si, en une seule nuit, à Ouagadougou, 70 années de domination occidentale venaient d'être balayées? Imaginez la scène. Dans la capitale burkinabé, 3 signatures s'alignent sur un document qui redéfinit les règles du monde. L'Inde, la Chine et l'Afrique, côte à côte, forgent une coopération trilatérale inédite, jamais vue dans l'histoire contemporaine. En quelques heures, la secousse atteint Washington, Londres, Bruxelles. Réunion d'urgence à la Maison-Blanche, téléphone qui chauffe dans les chancelleries européennes. L'Occident, pris de court, comprend qu'un cap vient d'être franchi, sans retour possible. Les chaînes d'information interrompent leur programme. Les analystes financiers paniquent. Sur les marchés boursiers, les indices occidentaux vacillent, tandis que les actions des entreprises africaines et asiatiques s'envolent. L'onde de choc est mondiale. Ce n'est pas qu'un simple accord économique, ni la promesse de plusieurs dizaines de milliards investis dans l'énergie verte, les routes ou l'industrie africaine. C'est un coup d'arrêt brutal à une stratégie vieille de 70 ans, diviser pour régner, méthode patiemment appliquée à l'Afrique et à l'Asie, pulvérisée par cette alliance inattendue. Cette stratégie a des racines profondes, de la conférence de Berlin, où l'Afrique fut découpée comme un gâteau, à la guerre froide, où chaque pays devait choisir son camp, la division a toujours servi d'arme pour maintenir la domination. En un instant, l'Afrique cesse d'être un terrain de jeu pour puissances étrangères. Elle devient le centre d'une union sud-sud, prête à réécrire l'histoire face aux vieilles capitales du Nord. Pour la première fois, l'Inde et la Chine agissent ensemble en Afrique, non plus pour se concurrencer, mais pour bâtir, et cette fois, avec l'Afrique, pas contre elle. C'est un écho lointain au mouvement des non-alignés des années 60, où des leaders comme Nasser, Nehru et Tito rêvaient d'une voie indépendante pour le Sud global. Mais aujourd'hui, ce rêve devient concret. Mais derrière cette onde de choc diplomatique se joue bien plus. L'avenir du continent, son autonomie, sa capacité à peser dans le monde. Si cette alliance tient, l'Afrique pourrait devenir maître de son destin. Si elle échoue, le vieux système occidental pourrait reprendre la main, condamnant des générations à la dépendance. L'histoire regorge d'occasions manquées. Le projet panafricain de Kwame Nkrumah, saboté dans les années 60. La tentative d'union entre l'Égypte et la Syrie, brisée par des intérêts étrangers. Cette fois, l'enjeu est de ne pas répéter les erreurs du passé. Avant de mesurer ce que ce pacte change pour l'Afrique et le globe, il faut revenir sur 70 années de stratégies occidentales, où la division fut l'arme principale. Comment l'Occident a-t-il réussi à entretenir la rivalité entre l'Afrique et l'Asie si longtemps? Retour sur les fondations d'un ordre mondial, désormais menacé. Dès l'indépendance de l'Inde et de la Chine au XXe siècle, les puissances occidentales ont joué sur leurs différences, frontières disputées, idéologies opposées, mémoire de conflits. En Afrique, la France et le Royaume-Uni ont fragmenté les territoires selon leurs intérêts, créant des rivalités ethniques et géographiques encore actives aujourd'hui. La politique du partage pour mieux contrôler a été appliquée sans relâche. Combien de temps l'Occident pourra-t-il encore dresser l'Inde contre la Chine et l'Afrique contre elle-même? Cette question hante notre siècle. À chaque sommet, à chaque crise, la même stratégie, diviser pour mieux régner. Tant que New Delhi et Beijing restent rivales, aucune alternative sud-sud ne peut menacer la suprématie occidentale. On l'a vu lors des tensions sino-indiennes, dans l'Himalaya ou lors des conflits frontaliers au Cachemire. Chaque désaccord était exploité pour bloquer toute synergie. Depuis plus de 7 décennies, l'Occident orchestre cette rivalité, profitant de chaque désaccord. L'Asie s'épuise, fragmentée, pendant que l'Afrique demeure spectatrice, rarement bénéficiaire. Les puissances occidentales tirent les ficelles, consolidant leur hégémonie sur le dos des autres. La Banque mondiale, le FMI, l'OTAN, tous ces instruments ont été utilisés pour maintenir l'ordre établi. Les exemples abondent. La crise de Suez, où la division entre Arabes et Africains fut exploitée, la guerre d'Algérie, où l'aide américaine servait surtout à contenir l'influence soviétique plutôt qu'à soutenir les peuples. Et l'Afrique. Toujours sommé de choisir un camp, ballotté entre 2 promesses, 2 modèles, 2 illusions. Mais peu importe le choix,
Le résultat ne change pas. L'Afrique récolte des miettes, tandis que ses ressources alimentent une domination étrangère. On pense aux accords de coopération signés sous la contrainte, aux bases militaires imposées, aux aides conditionnées à des réformes structurelles douloureuses. Plus récemment, les nouvelles routes de la soie de la Chine ont parfois reproduit des schémas inégaux, mais jamais l'Occident n'a proposé une alternative sincère. Ignorer ces mécanismes, c'est condamner des milliards d'individus à la dépendance et au pillage. C'est accepter que leur potentiel soit sacrifié au profit d'une minorité. Cela s'est vu avec le franc CFA, symbole d'une monnaie contrôlée de l'extérieur, ou avec les contrats miniers léonins signés sous la pression. À chaque décennie, une nouvelle promesse, un nouvel espoir déçu. Parfois, il suffit d'un geste, d'un instant décisif, pour tout bouleverser. Cette nuit-là, tout a basculé, lors d'un appel inattendu entre New Delhi, Beijing et Ouagadougou. Un pacte inédit va bouleverser l'ordre mondial. Mais comment ce fragile espoir pourra-t-il résister aux forces du statu quo? Qu'est-ce qui a poussé Washington et Bruxelles à convoquer, dans la panique, des réunions d'urgence en moins de 24 heures? Un seul événement, une alliance à trois qui ébranle 70 ans de stratégie occidentale. Cette nuit-là, à minuit, Narendra Modi, Xi Jinping et Ibrahim Traoré se retrouvent pour la première fois lors d'une conférence téléphonique de 4 heures autour d'une offre africaine sans précédent. Cessez la rivalité, bâtissez l'Afrique ensemble. En un appel, les fondations du vieux monde vacillent. L'Afrique ne choisit plus entre géants asiatiques. Cette fois, elle impose ses propres conditions. L'accord qui en découle est vertigineux. 47 milliards investis ensemble. 15 milliards venus d'Inde pour électrifier la bande sahélienne grâce aux renouvelables. 18 milliards de la Chine pour un réseau de transport ultramoderne. 14 milliards pour des projets industriels conjoints menés en Afrique par des équipes indiennes et chinoises. Ce n'est pas qu'une somme abstraite. Dans le concret, cela signifie des centrales solaires au Burkina Faso, des trains à grande vitesse reliant Dakar à Nairobi, des usines textiles éco-responsables à Abidjan et Lagos. Mais voici le détail le plus subversif. Aucune clause cachée, aucun piège de dépendance, ni influence politique. Zéro conditionnalité toxique, zéro dette étouffante. Les trois partenaires partagent risques, bénéfices et gouvernance. Pour la première fois, l'Afrique n'est plus terrain de chasse, mais architecte d'un nouveau modèle. Un modèle qui refuse le « diviser pour régner » imposé depuis des siècles. Cette gouvernance conjointe emprunte à la tradition africaine du palabre, où chaque voix compte, loin de l'arbitraire des grandes puissances. L'onde de choc ne tarde pas. Le Pentagone, dans une note confidentielle, reconnaît la portée historique du pacte. Ce cadre de coopération enterre notre paradigme, divisé pour régner. Pour les stratèges occidentaux, c'est une perte de contrôle inédite. L'Afrique devient arbitre, non simple spectatrice. On imagine les salles de crise, les analystes tentant de trouver la faille, les diplomates occidentaux multipliant les appels en vain. Mais le pari est immense. Si l'expérience échoue, l'Afrique pourrait retomber sous la coupe des puissances extérieures et perdre son droit à l'émancipation. Si elle réussit, l'équilibre mondial bascule. Les nations du Sud accèdent enfin à une autonomie économique et diplomatique inédite. C'est la possibilité de voir émerger une banque du Sud, une monnaie commune, ou encore une organisation panafricaine de l'innovation. Au-delà de l'économie, ce séisme ouvre la voie à des répercussions politiques et symboliques majeures. Quel bouleversement ce pacte annonce-t-il dans l'imaginaire et le pouvoir des peuples du Sud? Rappelons le célèbre discours de Patrice Lumumba à l'indépendance du Congo. Il rêvait d'une Afrique fière, unie, respectée. Ce pacte donne chair à ce rêve. Dans les écoles, on commence à enseigner l'histoire commune des civilisations africaines et asiatiques. Dans les médias, les films et les séries, de nouveaux héros émergent. Ingénieurs, entrepreneurs, inventeurs africains, Indiens et Chinois travaillant main dans la main. Mais dans l'ombre de cette alliance, de nouvelles tensions apparaissent déjà. Certains acteurs cherchent à saboter ce fragile équilibre avant qu'il ne s'impose.
des campagnes de désinformation surgissent sur les réseaux sociaux. Des groupes armés, financés en sous-main, tentent de déstabiliser les régions où les investissements sont les plus importants. Les vieilles méthodes ne meurent jamais complètement. Quand l'Occident comprend brutalement qu'il n'a plus l'exclusivité des alliances, la panique gagne les capitales. À Washington, des réunions de crise s'enchaînent. Presque au même moment, Anthony Blinken s'envole dans l'urgence vers New Delhi, tandis que Lloyd Austin débarque à Pékin, cherchant fébrilement à préserver ce qu'il reste d'influence. On rappelle les ambassadeurs, on rédige des communiqués alarmistes. Les médias titrent sur le grand basculement, les éditorialistes s'interrogent « L'Occident est-il dépassé ?» Le message, désormais, ne laisse plus place au doute. L'ère du « diviser pour régner » touche à sa fin. Les anciennes recettes diplomatiques paraissent soudain dérisoires face aux bouleversements qui s'annoncent. On assiste à une remise en cause sans précédent des institutions internationales. Le G7, le Conseil de sécurité de l'ONU, tout semble obsolète face à une Afrique qui négocie d'égal à égal. À Bruxelles, c'est la stupeur. Les dirigeants européens brandissent la promesse de 30 milliards d'euros pour l'Afrique. Une somme vertigineuse sur le papier, mais trop tardive pour convaincre. Derrière ce geste se profile une angoisse profonde, celle de perdre un partenaire clé et d'être relégué dans l'ombre, pendant que la scène mondiale se réorganise sans eux. On se souvient des promesses non tenues lors des crises sanitaires ou climatiques, des aides promises mais jamais versées, des projets de développement abandonnés en cours de route. La France et l'Allemagne, conscientes d'avoir laissé filer l'initiative, multiplient les démarches. Paris convoque un sommet de la dernière chance. Berlin propose des partenariats énergétiques inédits. Mais l'Afrique n'est plus dupe. Ses efforts tardifs, entachés par des décennies d'arrogance, peinent à susciter la confiance. Cette fois, le continent refuse de revenir en arrière. Les sociétés civiles africaines organisent des manifestations de soutien au pacte trilatéral. Des intellectuels publient des tribunes saluant la fin de la tutelle étrangère. La conséquence est immédiate. Les flux commerciaux, financiers et technologiques se détournent de Washington et Bruxelles. De nouveaux corridors de transport émergent, reliant l'Inde, la Chine et l'Afrique, tandis que des plateformes numériques et des accords monétaires innovants contournent les circuits occidentaux. Le centre de gravité économique mondial bascule peu à peu vers le sud. C'est l'apparition de places financières à Lagos, Addis Abeba et Mumbai qui rivalisent avec Londres et Francfort. Les startups africaines lèvent des fonds à Shanghai ou Bangalore, non plus à Paris ou New York. Surtout, il ne s'agit plus d'un simple axe Pékin-New Delhi dicté d'ailleurs. Un bloc inédit, forgé entre Inde, Chine et Afrique, prend forme. Ce groupe, soudé par la mémoire des manipulations passées, pose ses propres règles: égalité, respect, autonomie. Désormais, aucune diplomatie occidentale ne parvient à fissurer cette unité ou à imposer ses conditions. Comme lors de la conférence de Bandung en 1955, où les peuples du Sud avaient affirmé leur droit à la souveraineté, mais cette fois avec des moyens économiques et technologiques inédits. Pour la première fois, ceux qui subissaient rédigent eux-mêmes le nouveau code du jeu mondial. L'Occident se retrouve face à une menace tangible: être marginalisé au profit d'un Sud global uni, innovant, déterminé à s'émanciper. Les repères d'hier s'effondrent, provoquant une onde de choc dans les sphères économiques et politiques. Les universités du Sud attirent de nouveaux talents. Les brevets déposés à Nairobi ou Chennai se multiplient. Bien au-delà des échanges marchands, un mouvement culturel et technologique d'une ampleur inédite s'annonce. Il promet de bouleverser les imaginaires, d'ouvrir la porte à une redéfinition profonde de la richesse, de la dignité et du pouvoir. On voit apparaître des salons du livre Sud-Sud, des festivals de cinéma entre Lagos et Pékin, des applications mobiles conçues à Accra et adoptées à Jakarta. Mais cette bascule ne va pas sans résistance. L'Occident, loin de s'avouer vaincu, prépare déjà ses contre-offensives. On observe une multiplication des accords bilatéraux de dernière minute, des tentatives de déstabilisation politique et même des pressions sur les institutions financières internationales pour freiner le financement des projets Sud-Sud. Et si l'Afrique devenait le moteur d'une nouvelle coopération mondiale,
là où jadis elle n'était qu'un terrain de jeu pour d'autres puissances. Imaginez un continent placé au centre d'un échange global réinventé, où l'Ouest n'impose plus ses règles et où chaque civilisation trouve voix au chapitre. On assiste à la création de forums citoyens ouverts, où jeunes et moins jeunes participent à l'élaboration des politiques publiques. On imagine un sommet annuel de la jeunesse sud-sud, réunissant des innovateurs du Botswana, du Tamil Nadu et du Sichuan. Premier signe de cette bascule, l'explosion des échanges étudiants et scientifiques. Désormais, chaque année, des milliers de jeunes venus d'Afrique, d'Inde et de Chine apprennent ensemble, partagent leur savoir, bâtissent des réseaux sans frontières. De Lagos à Bangalore, ces esprits mêlés ouvrent des laboratoires conjoints et esquissent un futur inédit où la connaissance circule librement, sans barrière ni hiérarchie. On voit s'organiser les premiers hackathons trilatéraux pour résoudre des défis d'accès à l'eau ou à l'énergie. Mais cette synergie va plus loin. Pour la première fois, les transferts de technologies, imprimantes 3 dimensions, énergie renouvelable, plateformes numériques, s'opèrent sans médiation occidentale. L'expertise s'échange d'égal à égal, adaptée aux réalités du terrain. Résultat, coûts réduits, autonomie renforcée et une vague d'innovation portée par les besoins locaux plutôt que par des modèles importés. Des panneaux solaires conçus en Inde équipent des villages malgaches, des applications de télémédecine chinoise sauvent des vies au Sénégal. La révolution ne s'arrête pas à la science. Elle s'infiltre dans la culture, la mode, la gastronomie. Des festivals voient fusionner musique mandingue et ragas indiens. Une architecture nouvelle émerge, où les motifs swahili côtoient la rigueur chinoise. Même la haute couture s'inspire de ce dialogue, inventant des styles inédits entre Johannesburg et Shanghai. Des chefs étoilés créent des plats hybrides, mêlant curry indien, épices africaines et techniques de cuisson asiatiques. Les films d'animation racontent des légendes africaines réinterprétées par des dessinateurs chinois. Pour les entrepreneurs africains, c'est une ouverture sans précédent. Accès direct à de nouveaux marchés, incubateurs conjoints, partenariats d'investissement tissés entre 3 continents. Partout à Accra, Abidjan ou Addis Abeba, des start-up mixtes voient le jour, incarnant cette créativité sud-sud enfin libérée. Chaque succès renforce la souveraineté technologique, économique et culturelle du continent. Un exemple concret, une jeune pousse nigériane, aidée par des mentors indiens, développe une solution innovante d'irrigation connectée, bientôt exportée jusqu'au Yunnan. Et déjà, le modèle SM. Des alliances émergent entre le Vietnam et le Nigeria, l'Indonésie et le Kenya, le Ghana et la Corée du Sud. Peu à peu, une toile sud-sud se tisse, contestant l'ancien monopole occidental sur l'innovation et la recherche. Les universités africaines s'associent à celles de Séoul ou de Kuala Lumpur pour créer des cursus inédits. Les bourses d'études ne dépendent plus du British Council ou de l'Alliance française, mais de fondations sino-indiennes ou africaines. Mais l'enjeu reste colossal. Manquer cette chance, c'est rester prisonnier d'un ordre dépassé, dépendant et vulnérable. La saisir, c'est ouvrir la voie à une prospérité partagée, à la dignité retrouvée et à un pouvoir de négociation inédit pour les peuples du Sud. On se souvient du rêve de Thomas Sankara, qui voulait une Afrique libre de ses choix, solidaire et audacieuse. Cette fois, la voie est tracée. Pourtant, cette nouvelle ère ne va pas sans résistance. Certains anciens pouvoirs cherchent à conserver leur influence. Comment le Sud global peut-il consolider ses acquis face aux pressions extérieures? Des pistes existent. Premièrement, renforcer l'intégration régionale, créer des zones de libre-échange, harmoniser les politiques éducatives, mutualiser les ressources. Deuxièmement, investir massivement dans la formation et la recherche locale. Troisièmement, bâtir une diplomatie active, capable de défendre les intérêts du Sud dans toutes les instances internationales. Enfin, développer des médias indépendants, capables de raconter cette histoire sans filtre pour inspirer les générations futures. L'histoire retiendra-t-elle ce moment comme le début de la fin des anciens empires ou comme une occasion manquée? Désormais, ce choix ne dépend plus de quelques capitales occidentales. Il appartient à chacun d'entre nous, citoyens du Sud global et alliés du changement. À chaque niveau,
chacun a un rôle à jouer. Enseignants, entrepreneurs, artistes, journalistes, décideurs politiques. Ce qui vient de se jouer dépasse largement la simple signature d'un accord. L'Afrique, l'Inde et la Chine ont démontré que l'alliance entre d'anciens rivaux est non seulement possible, mais qu'elle bouleverse l'ordre établi depuis plus de 2 siècles. Nous ne sommes plus condamnés à accepter la fatalité du « diviser pour régner ». Ce nouveau modèle de coopération, fondé sur des intérêts communs et le respect mutuel, redéfinit la prospérité partagée. Pendant des décennies, nos peuples ont cru devoir choisir un camp, accepter l'aide sous condition ou se contenter des miettes. Aujourd'hui, la donne change. Un partenariat d'égal à égal, basé sur la complémentarité, permet à chacun de s'élever sans rabaisser l'autre. Les barrières mentales tombent, les rêves deviennent projets. Le vrai danger serait d'ignorer cette transformation. Refuser l'évidence, c'est défendre le statu quo au détriment de nos ambitions collectives. Si nous manquons cette chance d'apprendre, de nous inspirer et surtout d'agir, nous resterons prisonniers de la dépendance et de la compétition stérile. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront laissé passer ce moment. Chaque nation du Sud global, chaque entrepreneur, chaque citoyen peut s'emparer de cette leçon. Il ne s'agit pas de copier le modèle trilatéral, mais de s'en inspirer pour inventer, localement, d'autres formes de coopération. Ce chemin mène à l'autonomie, à la dignité et à la prospérité véritable. Les exemples de succès sont des phares pour tous. Ce moment historique nous place devant une responsabilité, soutenir activement ce changement, rejeter la peur et multiplier les initiatives de collaboration sincères. L'avenir ne sera pas dessiné par celles et ceux qui choisissent la division, mais par ceux qui osent l'unité. De Bamako à Jakarta, de Durban à Hanoï, des ponts invisibles se construisent. La balle est dans notre camp. Aurons-nous le courage de répondre à cet appel et de bâtir, nous aussi, des ponts durables entre nos sociétés?